Au pot de départ de mon père, il m'a publiquement humilié, me dépeignant comme une ratée. Tous ont ri. Sans broncher, j'ai souri, levé mon verre et promis que personne ne me reverrait. Je suis partie, laissant derrière moi un silence assourdissant. Je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, au pot de départ à la retraite de mon père, il a fait quelque chose qui m'a décidé à m'effacer définitivement de cette famille. Imaginez la scène. Une salle de réception étincelante dans un club de campagne huppé, 200 invités en costume de créateur et robe de cocktail, le champagne coulant à flots comme de l'eau. Mon père était sur scène, microphone en main, présentant sa famille un par un. Quand il est arrivé à mon tour, il a esquissé ce sourire que j'avais vu 1000 fois, celui qui semblait chaleureux pour tout le monde mais qui coupait comme du verre. Et voici ma fille, Hélène, dit-il. Pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. 200 personnes ont ri. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri, levé ma coupe de champagne et dit, à votre santé. C'est la dernière fois que quelqu'un d'entre vous me verra. Puis je suis partie. La pièce est devenue complètement silencieuse. La famille Fournier de Neuilly-sur-Seine. C'est ainsi que nous étions connus. Une famille de la bonne bourgeoisie, respectable. Mon père, Raymond Fournier, était PDG d'une entreprise de logistique de taille moyenne. Nous avions une maison de 6 chambres sur un terrain de 80 arts, une Mercedes classe S dans l'allée et une adhésion au club de campagne le plus exclusif du département. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Un cancer, rapide et brutal. Je me souviens à peine de son visage sans regarder de photographie, mais je me souviens de ses mains, douces, toujours tendant la main vers les miennes. 2 ans plus tard, mon père s'est remarié avec Isabelle. Elle est venue avec un fils de son précédent mariage, Mathieu, 3 ans plus âgé que moi. En quelques mois, ils n'étaient pas seulement une partie de notre famille. Ils étaient la famille. Je suis devenue un meuble. Pas de manière dramatique, vous comprenez ? Pas d'abus digne de Cendrillon, juste de l'invisibilité. Mathieu recevait des éloges pour ses notes. Les miennes étaient ignorées. Mathieu a eu la nouvelle voiture à 16 ans. J'ai eu ses vêtements et objets usagés. Mathieu était l'avenir de l'entreprise. J'étais juste là aussi. Mon père ne m'a jamais frappé, ne m'a jamais hurlé dessus. Il me regardait simplement à travers moi, comme si j'étais une fenêtre qu'il essayait de dépasser. Mais il y avait une personne qui me voyait. Ma grand-mère, Marguerite Fournier, la mère de mon père. Elle m'appelait tous les dimanches, me posait des questions sur mes cours, mes amis, mes rêves. Elle disait des choses comme « Tu me rappelles moi à ton âge, Hélène. » Sous-estimée, mais moi, je te vois. Elle m'a laissé quelque chose à sa mort. Quelque chose que personne dans la famille ne savait. Mais je m'avance. Dans cette famille, j'ai appris à devenir invisible. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'invisibilité deviendrait ma plus grande arme. Le jour où mon avenir a été décidé pour moi, j'avais 20 ans. 2e année à la Sorbonne, spécialisation commerce, une excellente moyenne académique. J'avais des projets, des rêves. Une demande de bourse pour un programme d'été à Londres était posée sur mon bureau. Mon père m'a rappelé à la maison un mercredi. Réunion de famille, dit-il. Ces 2 mots n'avaient jamais signifié rien de bon. Je l'ai trouvé dans son bureau. Bureau en acajou, fauteuil en cuir, mur tapissé de récompenses et de certificats. Isabelle se tenait à côté de lui, la main sur son épaule, solidaire, unie. Hélène, commença mon père, sans lever les yeux de ses papiers. Nous devons faire des sacrifices en tant que famille. Mathieu a été accepté dans un programme MBA d'une grande école de commerce parisienne. C'est une opportunité incroyable. Mon rythme cardiaque n'a pas changé. Je savais déjà où cela allait mener. Nous ne pouvons pas nous permettre à la fois tes frais de scolarité et son programme, continua-t-il. Donc, nous avons décidé que tu feras une pause dans tes études, juste pour l'instant. La carrière de Mathieu bénéficiera à toute la famille. Isabelle hocha la tête,
sa voix douce comme du miel. Une fille n'a pas besoin d'un MBA pour avoir une belle vie, Hélène. Tu trouveras un bon mari un jour. C'est ce qui compte vraiment. Je suis restée assise, figée. Non pas parce que j'étais surprise. J'avais passé 12 ans à apprendre à ne pas être surprise, mais parce qu'une petite partie stupide de moi avait encore espéré. Tu avais dit que tu soutiendrais mon éducation, me suis-je entendu dire. Tu l'as promis à maman avant qu'elle ne meure. La mâchoire de mon père s'est serrée. Les circonstances changent. Quand l'entreprise sera stable, je me rattraperai. Il ne l'a jamais fait. Ce que j'ai découvert plus tard, par une indiscrétion d'un cousin, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent. Ils ont juste choisi de ne pas le dépenser pour moi. Je n'ai pas discuté ce jour-là. J'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse. C'était la dernière fois que je laisserais quelqu'un d'autre décider de ma valeur. J'ai déménagé à Lyon avec 2000 € d'économie et une valise de vêtements qui ne correspondait pas à la vie que je laissais derrière moi. Mon premier appartement était un studio de 37 mètres carrés au-dessus d'une laverie à la Croix-Rousse. Le radiateur cognait toute la nuit. Les murs étaient suffisamment minces pour entendre la télévision de mes voisins. Je mangeais des ramen pour le dîner et des bagels de la veille du café où je travaillais le matin. Mais voici la chose avec le fond du gouffre, on ne peut pas tomber plus bas. J'ai trouvé un emploi d'assistante administrative dans une petite entreprise de logistique. Un poste d'entrée de gamme, salaire minimum plus avantage. Le propriétaire, un homme bourru nommé Gilles Dupont, a vu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. Tu as un cerveau, Hélène, m'a-t-il dit un jour. Utilise-le. Alors, je l'ai fait. Je restais tard. J'ai appris tous les systèmes, tous les processus. Je suivais des cours en ligne gratuits la nuit, gestion de la chaîne d'approvisionnement, opérations, fondamentaux du commerce. MIT OpenCourseWare est devenu mon université. Je n'ai pas appelé la maison, je n'ai pas demandé un seul euro. Quand la secrétaire de mon père m'a envoyé une carte d'anniversaire avec un chèque de 50 € de la part de la famille, je l'ai déchiré et jeté. 4 ans après avoir quitté Neuilly-sur-Seine, j'avais économisé assez pour créer ma propre société de conseil, Consultance Méridien, SARL. Juste moi, un ordinateur portable et un bureau loué dans un espace de coworking. J'ai gardé mon nom hors de tout document public. Pas de profil LinkedIn, pas de communiqué de presse. Toutes les affaires passaient par le nom de l'entreprise et mon avocat. Pourquoi ce secret ? Parce que je connaissais ma famille. S'ils découvraient que je réussissais, ils trouveraient un moyen de s'en attribuer le mérite ou de tout démolir. Certaines personnes construisent des empires pour prouver leur valeur. J'ai construit le mien en silence, car le silence était le seul langage que ma famille m'avait jamais appris. Grand-mère Marguerite est décédée il y a 2 ans, j'avais 30 ans. J'ai pris l'avion pour Neuilly-sur-Seine pour les funérailles, je me suis assise dans les derniers rangs, j'ai regardé mon père prononcer un éloge funèbre sur une femme remarquable qui avait dédié sa vie à la famille. L'ironie était si palpable que je pouvais la goûter. À la réception, je suis restée à l'écart. Personne ne semblait remarquer ma présence, ce qui était exactement ce que je voulais. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler, Éléonore Dubois, d'un cabinet lyonnais spécialisé en planification successorale. Mademoiselle Fournier, je représente la succession séparée de votre grand-mère. Elle a établi un fonds fiduciaire à votre nom il y a 8 ans avec des instructions explicites pour qu'aucun autre membre de la famille ne soit informé de son existence. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Le fonds contenait 800 000 €. Elle vous a également laissé une lettre, continua Éléonore. Voudriez-vous que je la lise ? J'ai dit oui, bien que ma voix ne sonna pas comme la mienne. Ma très chère Hélène, lut Éléonore. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je connais les frais de scolarité, les promesses, tout. J'ai discuté avec ton père jusqu'à ne plus avoir de mots. Il n'a jamais écouté. Il ne le fait jamais. Cet argent est à toi. Sans condition, sans attache. Utilise-le pour construire la vie que tu mérites, la vie qu'ils ont essayé de te prendre. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit,
Ne laisse personne dire que tu n'as pas de valeur. Quand ils verront enfin ta valeur, il sera trop tard pour eux. Je crois en toi. J'ai toujours cru en toi. Avec tout mon amour, Mamie Marguerite. J'ai utilisé une partie de cet argent pour étendre Consultance Méridien. Le reste, je l'ai gardé comme assurance pour un jour que j'espérais ne jamais voir venir, mais dont j'ai toujours su qu'il pourrait arriver. Ce jour est arrivé il y a 3 semaines. Laissez-moi vous parler de Consultance Méridien aujourd'hui. 15 employés, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Des bureaux dans le quartier de la Presqu'île à Lyon. Le genre d'adresse qui fait que les gens vous prennent au sérieux avant même que vous n'ouvriez la bouche. Je porte du quartier maintenant, non pas parce que j'ai besoin d'impressionner qui que ce soit, mais parce que j'ai gagné chaque pièce moi-même. Nous nous spécialisons dans l'optimisation logistique et dans les entreprises à rationaliser leur chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est rentable, et j'y suis doué. Voici la partie qui vous ferait rire si elle n'était pas si douloureusement ironique. L'un de nos plus gros clients est Fournier Logistique, l'entreprise de mon père. Ils ont signé un contrat de service de 5 ans avec nous il y a 3 ans. Nous gérons leur optimisation routière, la gestion d'entrepôts, le conseil et les négociations avec les transporteurs. Le contrat représente environ 40% de leurs revenus annuels en économie opérationnelle. Mon père n'en a aucune idée. Toutes les communications passent par mon équipe. Tous les contrats sont signés par mon directeur financier, David Leroy. Les rares fois où Raymond Fournier a fait l'éloge de Consultance Méridien lors d'événements professionnels, il faisait l'éloge du travail de sa propre fille. La fille qu'il disait à tout le monde être sans valeur. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une invitation officielle à son pot de départ à la retraite. Des lettres dorées en relief. Raymond Fournier sollicite l'honneur de votre présence. J'ai failli la jeter. Presque. Mais ensuite, j'ai pensé à Mamie Marguerite, aux 12 années de silence, à chaque promesse brisée et à chaque porte fermée à mon nez. J'ai répondu oui, non pas parce que je voulais une réconciliation, non pas parce que j'espérais que les choses avaient changé. J'y suis allée parce que je savais avec une certitude absolue que mon père ferait quelque chose d'impardonnable, et quand il le ferait, je voulais être là pour lui dire adieu à mes propres conditions. Je ne savais tout simplement pas à quel point j'aurais raison. Le club de campagne de Neuilly-sur-Seine n'avait pas changé en 30 ans. Les mêmes lustres Swarovski, le même service de voiturier prétentieux, la même foule de vieilles fortunes et de nouvelles ambitions feignant d'appartenir au même monde. Je portais une robe Valentino noire, simple, élégante, chère. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, une montre Cartier, un sac Hermès Birkin. Tout ce que je possédais, je l'avais acheté moi-même. Cela comptait plus pour moi que les marques. Isabelle m'a intercepté à l'entrée. Elle avait vieilli, mais son sourire n'avait pas changé. Toujours ce masque parfait de chaleur qui cachait quelque chose de plus froid en dessous. Sa robe était Chanel, ses diamants étaient grands, et ses yeux ont fait un rapide inventaire de ma tenue avant qu'elle ne parle. Hélène, tu es venue. Son ton suggérait que c'était une agréable surprise et un léger inconvénient. Ton père n'était pas sûr que tu aurais quelque chose d'approprié à porter. J'ai souri. Comme c'est gentil à lui de s'inquiéter. À l'intérieur, 200 invités se mêlaient sous les lumières cristallines. Le gratin des affaires de Neuilly-sur-Seine, banquiers, avocats, dirigeants, politiciens. J'ai reconnu certains visages des anciens dîners de mon père. Aucun d'entre eux ne m'a reconnu. Mathieu est passé en coup de vent avec une blonde mince comme un mannequin au bras, sans même me jeter un coup d'œil. Il racontait à quelqu'un sa vision de l'avenir de l'entreprise. Le classique Mathieu. Toute la confiance, aucune substance. J'ai trouvé mon assignation de place. Table 14, le coin le plus éloigné près de l'entrée de service, avec des amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés. Pas la table familiale, loin de là. Je n'étais pas surprise, mais je l'ai noté. Un serveur a proposé du champagne. Dom Pérignon, rien que le meilleur pour la grande soirée de Raymond Fournier. J'ai pris un verre. De l'autre côté de la pièce, j'ai croisé le regard de mon père. Il a hoché la tête une fois,
un congé déguisé en reconnaissance, puis est retourné vers ses vrais invités. La soirée ne faisait que commencer, et j'avais une place au premier rang pour le mépris de ma propre famille. J'ai appris au fil des ans que les meilleures informations viennent en restant silencieux et en gardant les oreilles ouvertes. De ma table d'angle, j'ai observé et écouté. L'acoustique de cette salle portait les conversations mieux que les gens ne le réalisaient. Mon père tenait la cour près du bar, entouré d'associés. Je l'ai entendu mentionner la restructuration opérationnelle et les partenariats stratégiques, le jargon exécutif habituel. Mais ensuite, Consultance Méridien a été une transformation pour nous, disait-il à un homme aux cheveux argentés que je reconnaissais comme un cadre majeur du transport maritime. Ils sont l'épine dorsale de nos opérations maintenant. Celui qui dirige cette entreprise est un génie. L'autre homme hocha la tête. J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec eux depuis des mois. Une opération très privée. Savez-vous qui est derrière? Mon père haussa les épaules. Jamais rencontré personnellement. Tout passe par leur équipe juridique et leur gestionnaire de compte. Mais honnêtement, peu importe qui ils sont tant qu'ils continuent de fournir des résultats. J'ai pris une gorgée de champagne pour cacher mon sourire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David, mon directeur financier. Document de renouvellement de contrat de fourni logistique reçu aujourd'hui. Ils veulent encore 5 ans. J'attends votre décision. J'ai tapé en réponse, j'aurai une réponse d'ici la fin de la semaine. Ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que le contrat de consultance Méridien avec fourni logistique arrivait à expiration. Si nous nous retirions, ils perdraient 40% de leur efficacité opérationnelle du jour au lendemain. En logistique, ce n'est pas juste un inconvénient. C'est une condamnation à mort. Je n'avais pas encore décidé quoi faire. Une partie de moi voulait garder la relation professionnelle séparée de la toxicité personnelle. Mais en regardant mon père se prélasser dans les louanges du succès de son entreprise, un succès en partie construit sur mon travail, j'ai senti quelque chose changer. Ce soir allait tout déterminer. J'avais besoin d'une nouvelle coupe de champagne. Ou peut-être que j'avais juste besoin de bouger pour dissiper l'étrange énergie qui montait dans ma poitrine. Au bar, je suis tombée sur le peloton d'exécution familiale élargie. Tante Sophie, la sœur cadette d'Isabelle, m'a repéré la première. Son visage a fait cette chose où la surprise devient pitié devient condescendance en environ une demi-seconde. Hélène, oh mon Dieu, je t'ai presque pas reconnue. Elle m'a regardé de haut en bas. Tu as l'air bien. Toujours à Lyon à faire ce que tu fais? Du conseil, ai-je dit. Gestion de la chaîne d'approvisionnement. Oh, comme c'est gentil. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression que je lui avais dit que je collectionnais des bouchons de bouteilles. Tu vois quelqu'un? Ton père a mentionné que tu étais toujours célibataire. 32 ans, c'est ça? Le temps passe vite. Avant que je ne puisse répondre, oncle Daniel s'est joint à la conversation. Raymond me disait justement que tu es toujours en train de te chercher. Il n'y a rien de mal à être une fleur tardive. Je suppose que tout le monde n'est pas destiné au succès traditionnel. J'ai réalisé avec une clarté glaciale ce qui s'était passé. Mon père les avait briefés, leur avait donné des points de discussion sur la déception familiale, avait établi le récit avant même mon arrivée. Raymond a dit que tu avais eu des difficultés émotionnelles après avoir quitté l'école, continua tante Sophie, baissant la voix de manière conspiratrice. Des problèmes de santé mentale. C'est si courageux de ta part de venir ce soir malgré tout. J'ai senti ma prise se resserrer sur ma coupe de champagne. Pas par douleur. J'étais loin de ça. Mais par pure audace. J'apprécie l'inquiétude, dis-je en gardant ma voix calme. Mais je vais très bien, en fait. Mieux que jamais. Ils ont échangé des regards, le genre qui dit, la pauvre ne sait même pas à quel point elle est tombée. Je me suis excusée avant de dire quelque chose que je regretterais. Mais un plan se formait dans mon esprit. Froid, clair, inévitable. Mathieu m'a trouvé sur la terrasse, regardant le parcours de golf. L'air de septembre était frais, et les étoiles commençaient tout juste à apparaître. Eh bien, sa voix est venue de derrière moi, lourde de mépris. La fille prodigue.
Je ne me suis pas retournée. Mathieu. Il s'est approché de moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Tom Ford, probablement un cadeau de notre père. Papa est sur le point de faire son discours. Je voulais m'assurer que tu ne préparais pas de scène dramatique. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu as toujours été jalouse. Il l'a dit comme un fait établi. La façon dont tu es parti en trombe après la décision sur les frais de scolarité, la façon dont tu as disparu à Lyon comme un animal blessé. Tu ne t'en es jamais remise. Maintenant, je me suis retournée, j'ai regardé mon demi-frère dans son costume à 5000 €, sa Rolex, ses cheveux parfaitement coiffés. C'est ce que tu te racontes? Ses yeux se sont durcis. J'ai entendu dire que tu avais monté une sorte d'entreprise là-haut, jouant les femmes d'affaires. Il a ri, un rire court et cruel. Combien de temps avant que ça ne fasse faillite? 6 mois. 1 an. Ensuite, tu reviendras en rampant, suppliant papa de t'aider. Je ne le ferai pas. Tu le feras. Tu le fais toujours. Tu es faible, Hélène. Tu l'as toujours été. J'aurais pu lui parler alors de Consultance Méridien, du contrat, de la façon dont le succès de sa précieuse entreprise était bâti sur le travail de la sœur qu'il dédaignait, mais je ne l'ai pas fait, car certaines révélations nécessitent la bonne scène. Tu sais quoi, Mathieu? Tu peux croire ce qui te fait te sentir mieux. J'ai commencé à passer devant lui. Mais je te promets ceci, après ce soir, tu regretteras de m'avoir traité différemment. Son rire m'a suivi à l'intérieur, méprisant, arrogant. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Aucun d'entre eux. Les lumières de la salle se sont tamisées. Un projecteur a illuminé la scène. Mon père est monté les marches sous un tonnerre d'applaudissements. Le héros conquérant de la logistique de Neuilly-sur-Seine, faisant son dernier salut. Merci. Merci, dit-il, sa voix portant cette chaleur étudiée qu'il avait perfectionnée au fil des décennies. 40 ans dans ce métier. Ça a été une sacrée aventure. Rire, plus d'applaudissements. Il a commencé son discours en remerciant les partenaires, les employés, les mentors, en remerciant Dieu, la chance, s'attribuant le mérite de tout. Puis vint le segment familial. Je n'aurais rien pu faire sans mon incroyable épouse, Isabelle. Il a fait un geste vers sa table. 30 ans à supporter mes nuits tardives et mes voyages d'affaires. Tu es une sainte. Plus d'applaudissements. Isabelle a essuyé ses yeux, parfaitement à l'heure. Et mon fils Mathieu, qui prendra la relève en tant que PDG en janvier. Raymond rayonnait de fierté. L'avenir de Fournier Logistique. Je ne pourrais être plus fier. Standing ovation. Mathieu s'est levé, saluant, une image de royauté corporative. Puis les yeux de mon père m'ont trouvé et quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose de méchant. Et bien sûr, ma fille Hélène. Le projecteur s'est braqué sur ma table. J'ai senti 200 paires d'yeux se tourner vers moi. Pas de diplôme, pas de vraie carrière, elle vit juste au crochet de la famille. Il a fait une pause pour un effet comique. Mais bon, au moins elle est venue ce soir. Peut-être qu'un jour elle trouvera un mari riche pour s'occuper d'elle. La salle a éclaté de rire. Un vrai rire. Le genre qui vient de gens qui pensent être complices d'une blague, ne réalisant pas qu'ils regardent de la cruauté déguisée en comédie. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste attendu que les rires s'estompent. Et puis je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse lorsque je me suis levé. Je sentais tous les regards sur moi. Certains curieux, certains apitoyés, certains se préparant déjà à assister à une dépression. La fille instable qui craque enfin sous la blague inoffensive de son père. J'ai pris ma coupe de champagne lentement, délibérément. Le sourire de mon père a légèrement vacillé. Il ne s'était pas attendu à ce que je réagisse. Je ne l'avais jamais fait. J'étais censée rester assise et subir, comme je l'avais toujours fait. J'ai levé le verre vers lui. Félicitations pour ta retraite, papa. Ma voix était claire, calme,
assez forte pour que tous les microphones de la pièce la captent. 40 ans dans les affaires. C'est tout un accomplissement. J'ai fait une pause. Tu m'as beaucoup appris sur le travail acharné, sur le sacrifice, sur le genre exact de loyauté que la famille peut attendre de toi. Le silence était absolu maintenant. J'entendais le cliquetis de la glace de quelqu'un dans son verre à 3 tables de distance. Alors, à toi. J'ai levé mon champagne plus haut. À votre santé. C'est la dernière fois que quelqu'un d'entre vous me verra. J'ai posé le verre sans boire. Puis, j'ai pris mon sac Birkin, me suis retourné et me suis dirigé vers la sortie. Mes talons Louis Vuitton ont claqué sur le parquet, le seul son dans cette pièce caverneuse. Je n'ai pas couru, je ne me suis pas pressé, j'ai juste marché, la colonne vertébrale droite, la tête haute. Derrière moi, le silence. Un silence complet, total, dévastateur. Quelqu'un n'a halté. Quelqu'un d'autre a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais surtout il y avait juste l'écho de mes pas et 200 personnes essayant de comprendre ce qu'elles venaient de voir. La fille, qui était censée être brisée, venait de partir à ses propres conditions. J'ai poussé les doubles portes et suis sorti dans la nuit. Et pour la première fois depuis 12 ans, je pouvais respirer. J'étais presque à ma voiture, une Tesla Model S noire avec la plaque personnalisée MRDI1, quand j'ai entendu des pas derrière moi. Hélène, Hélène, arrête-toi là. La voix d'Isabelle, stridente et furieuse. J'ai continué à marcher. Qu'est-ce que tu crois faire? Elle m'a attrapé par le bras, me faisant pivoter. Son visage était rouge sous les lumières du club de campagne. Son calme soigneusement entretenu s'était fissuré. Tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Tu as humilié ton père devant tout le monde. J'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'elle l'enlève. Je l'ai humilié, ai-je demandé doucement. Je pense que tu as les choses à l'envers. Mon père est apparu derrière elle, son visage une tempête. 200 invités regardaient probablement depuis les fenêtres. Il en était conscient. Je pouvais le voir calculer. Retourne à l'intérieur, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Excuse-toi maintenant. Non. Le mot a plané dans l'air entre nous. Ce n'est pas une négociation, Hélène. Je suis ton père. Je te dis, tu me dis quoi? Je l'ai interrompu. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Que je devrais retourner là-dedans et te laisser continuer à m'utiliser comme ton souffre-douleur? Que je devrais sourire pendant que tu dis à 200 personnes que je suis sans valeur? C'était une blague. C'était la vérité de la façon dont tu me vois. Et j'ai fini de faire semblant. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Mon père s'est avancé. Si tu pars maintenant, c'est fini. Tu comprends? Plus de famille, plus de soutien, rien. J'ai failli rire. Papa, tu m'as coupé il y a 12 ans. Tu n'as juste pas eu le courage de le dire à voix haute. Je me suis glissé sur le siège du conducteur. Ce soir, je le dis pour nous deux. J'ai démarré le moteur. Au revoir. Et je suis parti. Je me suis arrêtée sur une aire de repos à environ 20 minutes de Neuilly-sur-Seine et je me suis assise dans ma voiture, le moteur au ralenti, les mains toujours sur le volant. Pendant un long moment, j'ai juste respiré. Ok, laissez-moi sortir un instant de l'histoire et vous parler directement. Je sais que certains d'entre vous qui regardent cela ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas un pot de départ à la retraite, peut-être pas 200 témoins, mais ce sentiment d'être la déception de la famille, celle dont on parle à voix basse, celle dont il refusait de voir le succès, je sais que vous comprenez. Si vous vous êtes déjà assis à une réunion de famille pendant que quelqu'un vous prenait pour le souffre-douleur, si vous avez déjà souri malgré la douleur parce que faire une scène ne ferait que leur donner raison. Si vous avez déjà aimé des gens qui vous ont fait vous sentir invisible, cette histoire est pour vous. Alors, voici ce que je vous demande. Si tout cela résonne en vous, laissez un commentaire, racontez-moi votre histoire ou faites-moi simplement savoir que vous êtes là. Parce qu'honnêtement, savoir que je ne suis pas seule là-dedans, ça signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, et croyez-moi, la suite est là où tout change.
Assurez-vous d'être abonné, activez la cloche de notification, car ce que mon père a découvert dans les semaines qui ont suivi cette fête, eh bien, disons simplement qu'il a appris exactement à quel point il s'était trompé sur moi. Maintenant, retour à l'histoire. Le lendemain matin de la fête, je me suis réveillée dans mon appartement lyonnais, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mais je savais que ce n'était pas fini. Des familles comme la mienne ne lâchent pas prise si facilement. Elles essaieraient de contrôler le récit, de retourner l'histoire, de faire de moi la méchante. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que j'avais quelque chose dont elles ne pourraient pas se défaire. Laissez-moi vous raconter la semaine qui a suivi. Cela a commencé par des messages. Pas de mon père. Il était trop fier pour cela. Mais de cousins, de tantes, d'amis de la famille, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudain très préoccupées par mon état mental. Hélène, j'ai entendu parler de la fête. Ton père dit que tu as des difficultés. As-tu besoin d'aide? Sophie m'a dit que tu avais eu une sorte de dépression. Nous sommes tous inquiets pour toi, chérie. Ton père t'aime. Il ne veut que ce qu'il y a de mieux. Peut-être devrais-tu t'excuser et rentrer à la maison. Le récit était déjà en train d'être écrit. Pauvre Hélène, instable, jalouse, a eu une sorte d'épisode à la fête. Raymond Fournier, père patient et aimant, faisant de son mieux avec une fille troublée. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis vint l'appel plus intéressant. Mon téléphone a sonné mardi après-midi. Un numéro de Neuilly-sur-Seine que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu quand même. Mademoiselle Fournier, ici Jacques Clément. Je suis associé chez Fournier Logistique. La voix était soignée, professionnelle. J'appelle au nom de Raymond, il aimerait discuter d'une réconciliation. Vraiment? Entre vous et moi, il y a eu des rumeurs troublantes concernant votre connexion avec certains partenaires commerciaux. Des rumeurs? Probablement rien. Mais Raymond pensait qu'il serait bon de clarifier les choses. J'ai eu un frisson. Des rumeurs? Des partenaires commerciaux? Il pêchait. Quel genre de rumeurs, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Oh, quelque chose concernant nos partenaires de conseil chez Consultance Méridien. Quelqu'un a cru vous avoir vu une fois dans leur bureau. Je suis sûr que c'est un malentendu. Mon esprit s'est emballé. Comment? Qui m'avait vu quand? Je ne vois pas de quoi vous parlez, ai-je dit. Mais s'il vous plaît, dites à mon père que je n'ai rien à discuter avec lui. J'ai raccroché. Ils approchaient, plus près que je ne l'avais réalisé. Il était temps d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Pendant que je recevais des messages préoccupés à Lyon, mon père faisait face à un autre genre de crise à Neuilly-sur-Seine. J'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, ce qui s'était passé dans cette salle de conférence. Raymond Fournier était entré dans ce qui aurait dû être une réunion trimestrielle de routine. Au lieu de cela, son directeur financier avait l'air d'avoir vu un fantôme. Nous avons un problème avec Consultance Méridien, dit le directeur financier, faisant glisser un dossier sur la table en acajou. Leur contrat arrive à expiration dans 6 mois. Ils n'ont pas répondu à notre offre de prolongation. Raymond fronça les sourcils. Alors, envoyez une autre offre. Augmentez les termes si nécessaire. Nous avons essayé 3 fois. Leur équipe juridique dit juste en cours d'examen, puis appelle leur dirigeant directement. Nous avons aussi essayé ça. Le directeur financier se déplaça inconfortablement. Monsieur, Consultance Méridien est extrêmement privé. Personne ne rencontre leur dirigeant. Tout passe par des intermédiaires. Le froncement de sourcils de Raymond s'accentua. Nous travaillons avec eux depuis 3 ans. Quelqu'un doit les avoir rencontrés. Non, monsieur. Tout s'est fait par réunion virtuelle, représentants légaux, gestionnaires de comptes. Personne dans cette entreprise n'a jamais rencontré la direction réelle. Un long-silence. S'ils nous lâchent, continua le directeur financier, nous perdons 40% de notre efficacité opérationnelle du jour au lendemain. Il faudrait au moins 18 mois pour trouver un remplaçant, et c'est optimiste dans ce marché. Je sais ce que ça signifie, coupa Raymond. Il fixa le dossier.
Quelque chose le tracassait. Le timing, le silence, le fait que cela se produisait juste après « trouver qui possède cette entreprise », dit-il. Peu importe ce qu'il faut. Je veux un nom d'ici la fin de la semaine. C'est que Raymond ne savait pas, ce qu'il était sur le point de découvrir, c'est que le nom qu'il cherchait était déjà sur son arbre généalogique. Jeudi soir, mon téléphone a sonné. Isabelle. J'ai presque pas répondu, mais la curiosité l'a emporté. Hélène, ma chérie. Sa voix était douce et sucrée. La performance d'une vie. Je me suis tellement inquiétée pour toi. Ah oui? Bien sûr. Ta famille. C'est ce que fait une famille. Elle rit doucement comme si nous partagions une blague privée. Écoute, à propos de la fête, ton père se sent très mal. Il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Tu sais comment il est. Il était nerveux, essayant d'être drôle. Il a dit que je n'avais pas d'avenir et pas de valeur devant 200 personnes. Il exagère quand il est anxieux. Tu le sais. Isabelle fit une pause, se recalibrant. Pourquoi ne viendrais-tu pas ce week-end? Nous pourrions dîner. Juste nous 4. Clarifier les choses. Repartir à zéro. J'imaginais la voir assise dans ce salon impeccable, répétant cet appel, planifiant exactement sur quel bouton appuyer. La mère préoccupée, l'artisan de paix, le pont entre la fille troublée et le père blessé. Papa veut s'excuser, ai-je demandé. Une légère hésitation. Il veut aller de l'avant. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Donc, pas d'excuses. Hélène, ne sois pas difficile. Nous essayons de t'aider. M'aider? Maintenant, j'ai ri. Isabelle, tu as passé 22 ans à t'assurer que je savais que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Maintenant tu m'appelles pour m'aider. Pourquoi? Une autre pause, plus longue cette fois. Je pense que nous savons toutes les deux qu'il se passe plus de choses ici que juste un drame familial, dit-elle, sa voix perdant sa chaleur. Quoi que tu prévois, et je sais que tu prévois quelque chose, il vaudrait mieux pour tout le monde que tu rentres à la maison et que tu en parles. Non. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il savait quelque chose. Il ne savait juste pas encore à quel point il devait avoir peur. Le lendemain matin, je me suis rendue au bureau d'Éléonore Dubois dans le centre de Lyon. Éléonore avait été l'avocate de ma grand-mère, et depuis que le fonds fiduciaire était devenu le mien. Son bureau était élégant et efficace. Verre et acier, vu sur la skyline lyonnaise, le genre d'endroit où les affaires sérieuses se faisaient. Je vous attendais, dit-elle quand je suis entrée. Je suppose que c'est à propos de Fournier Logistique. Ils enquêtent sur Consultance Méridien, essayant de découvrir qui le possède. Éléonore hocha la tête, sans surprise. Votre anonymat a toujours été temporaire. La question est, comment voulez-vous que cela se déroule? Elle étala des documents sur son bureau. Le contrat de Consultance Méridien avec Fournier Logistique, chaque clause, chaque terme de renouvellement, chaque disposition de sortie, les documents du fonds fiduciaire, les papiers de l'entreprise et de la société. Votre contrat comprend un préavis de résiliation standard de 30 jours, dit Éléonore, pointant la section pertinente. Vous pouvez mettre fin à l'accord pour n'importe quelle raison. Aucune pénalité, aucune exposition juridique. Et le fonds fiduciaire de votre grand-mère. Complètement séparé de la succession de la famille Fournier, légalement inattaquable. Raymond n'a aucune revendication sur quoi que ce soit, même s'il essayait de contester. Elle me regarda par-dessus ses lunettes. Marguerite s'en est assurée. Je fixais les papiers. Tout était en ordre. Tout était légal. Chaque détail vérifié. Qu'a dit ma grand-mère à ce sujet quand elle a mis en place le fonds? Éléonore sourit tristement. Elle a dit, un jour, Hélène aura besoin d'un levier, et quand ce jour viendra, je veux qu'elle l'ait. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Grand-mère Marguerite, me protégeant même depuis sa tombe. Elle a aussi dit autre chose, ajouta Éléonore. Dites-lui de ne pas être cruel. Juste d'être honnête. Parfois,
la vérité est une punition suffisante. J'ai hoché la tête. La vérité, c'était ça. Puis cet après-midi-là, je me suis assise avec David Leroy, mon directeur financier, dans la salle de conférence de Consultance Méridien. David était avec moi depuis la 2e année. Il savait tout sur ma famille, sur Fournier Logistique, sur la raison pour laquelle j'avais gardé mon nom hors des papiers. Il était loyal, compétent, et le plus proche que j'avais d'un véritable allié. Ils veulent renouveler le contrat, dit-il, faisant défiler sa tablette. 5 ans de plus, et en fait, ils augmentent les termes de 12%. Ils sont nerveux. Ils devraient l'être. J'ai affiché les projections financières sur l'écran de la salle de conférence. Les chiffres ne mentent pas. Et ces chiffres racontaient une histoire dévastatrice. Si nous nous retirons, Fournier Logistique perd 40% de son efficacité opérationnelle dans les 60 jours. En logistique, ce n'est pas une baisse, c'est une chute libre. Leurs clients commenceront à chercher ailleurs. Leurs marges s'effondreront. David hocha la tête. Mathieu vient de prendre la relève en tant que PDG. Si cela se produit sous sa surveillance, sa réputation est finie avant même qu'il ne commence. Nous sommes restés silencieux un instant. C'était surréaliste, détenir autant de pouvoir sur des personnes qui avaient passé des décennies à me faire me sentir impuissante. « Que veux-tu faire ?» demanda David. J'y avais pensé pendant des jours, aux paroles de Mamie Marguerite, à la vengeance contre la vérité, au genre de personne que je voulais être. Rédige la lettre de résiliation, ai-je finalement dit. Préavis de 30 jours selon les termes du contrat. Sans malice, sans accusation, juste des affaires. Et la raison ? Repositionnement stratégique. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir officiellement. J'ai fait une pause. Mais je vais aussi écrire une lettre personnelle à mon père. Une enveloppe séparée. Il mérite de savoir exactement de qui il dépendait et exactement pourquoi cela prend fin. David hocha la tête. Quand veux-tu l'envoyer ? J'ai passé tout le dimanche à écrire cette lettre. Pas le préavis officiel de résiliation. David s'en est occupé. Le langage professionnel, les dispositions légales, la restructuration clinique de l'explication du portefeuille client qui irait au dossier. J'ai écrit la lettre personnelle, la vérité. J'ai passé par 7 brouillons. Le premier était trop en colère, des pages d'accusation, chaque blessure cataloguée et condamnée. Le deuxième était trop froid. Le troisième était trop désespéré. La version finale était simple, claire, factuelle. Cher papa, tu as dit que je n'avais pas d'avenir. Tu as dit à 200 personnes que j'étais sans valeur. Je veux que tu saches quelque chose. L'entreprise que tu as appelée l'épine dorsale de Fournier Logistique, Consultance Méridien, est la mienne. Je l'ai construite. Je la possède. Pendant 3 ans, la fille que tu as ignorée a été une pierre angulaire de ton entreprise. Je mets fin à notre contrat, non pas par vengeance, mais comme une limite. Mamie Marguerite m'a laissé un fonds fiduciaire dont tu n'as jamais su l'existence. Elle a vu ce que tu ne pouvais pas, que j'étais digne d'investissement. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même avec sa confiance et sans ton soutien. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. J'ai juste besoin que tu saches que je ne suis pas ce que tu as dit que j'étais. Je ne l'ai jamais été. Ne me contacte plus. Hélène Marguerite Fournier. J'ai inclus mon deuxième prénom délibérément, le nom que j'avais ajouté il y a 3 ans en l'honneur de la seule personne de ma famille qui avait cru en moi. J'ai également inclus une photocopie des papiers d'incorporation de Consultance Méridien. Mon nom en tant qu'unique propriétaire clairement visible. J'ai lu la lettre 3 fois, vérifié les fautes de frappe, vérifié l'émotion excessive, n'en ai trouvé aucune, juste la vérité. Parfois, je pensais que c'était l'arme la plus dévastatrice de toutes. Lundi 9h. Confirmation du coursier. Le colis était arrivé au siège de Fournier Logistique. Quelqu'un du nom de Patricia Leclerc l'avait signé. L'assistante de direction de Raymond. Je me souvenais d'elle de mon enfance. Je me suis assise dans mon bureau,
regardant mon téléphone, attendant. 10h15. Appel manqué de Raymond Fournier. 10h17. Appel manqué de Raymond Fournier. 10h23. Appel manqué de Mathieu Fournier. 10h31. Appel manqué d'Isabelle Fournier. 10h45. Appel manqué de Raymond Fournier. 11h02. Message de Raymond. Appelle-moi maintenant. 11h15. Message de Mathieu. C'est quoi ce bordel? Appelle-nous. 11h34. Message d'Isabelle. Hélène, ce n'est pas drôle. Décroche ton téléphone. À midi, j'avais 12 appels manqués, 8 messages et 2 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'avais attendu 12 ans pour ce moment. Il pouvait attendre quelques heures de plus. À 14h, mon assistante a frappé à ma porte. Mademoiselle Fournier, il y a une famille qui dit avoir besoin de vous voir immédiatement. Ils sont dans le hall. Alors, ils étaient venus à Lyon. 5 heures de trajet et de panique juste pour me confronter en personne. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié mon reflet dans la fenêtre, redressé mon blazer. Envoyez-les à la salle de conférence B, ai-je dit. J'y serai dans 5 minutes. C'était ça. La conversation que j'avais imaginée 1000 fois. La confrontation pour laquelle je m'étais préparée sans savoir quand elle arriverait. J'ai pensé à mamie Marguerite, à sa lettre, à sa foi en moi. Ne sois pas cruelle, avait-elle dit. Juste honnête. Je me suis levée, j'ai lissé ma jupe et me suis dirigée vers la salle de conférence. Il était temps d'être honnête. La salle de conférence B avait des murs de verre. Je l'avais choisie délibérément. Mes 15 employés pouvaient voir à l'intérieur, même s'ils ne pouvaient pas entendre. Des témoins, non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour s'assurer que la réunion reste civilisée. Raymond, Isabelle et Mathieu se tenaient regroupés près de la fenêtre, regardant la skyline lyonnaise. Ils ne s'étaient jamais attendus à voir cette perspective, depuis mon domaine, mon territoire. Mon père s'est tourné quand je suis entrée. Son visage était gris, plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Hélène. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, papa. Isabelle. Mathieu. Je me suis assise à la tête de la table de conférence. Calme, professionnel. Je suppose que vous avez reçu ma lettre. Ta lettre? Mathieu s'est avancé, pointant son doigt vers moi. Tu ne peux pas juste. Ce n'est pas assieds-toi, Mathieu. Ma voix était douce mais ferme. Je ne discuterai de rien avec toi en criant à travers la pièce. Il a regardé mon père, incertain. Raymond hocha brusquement la tête. Ils se sont assis. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, Raymond s'est penché en avant. Tout cela est une sorte de malentendu. Quelle partie? Consultance Méridien. Tu ne peux pas, c'est impossible. Une entreprise comme ça. Tu n'as pas si, je l'ai fait. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Enregistrement de l'entreprise, déclaration fiscale, liste de clients. Il y a 3 ans, ton entreprise a signé un contrat avec la mienne. Tu as fait l'éloge de mon travail lors d'événements professionnels. Tu nous as qualifiés de transformateurs. Tu ne savais juste pas que tu faisais mon éloge. Le visage d'Isabelle était devenu pâle. Mais tu n'as pas de diplôme. Tu étais juste une. Une quoi, Isabelle? Une déception? Un échec? J'ai secoué la tête. J'étais une jeune femme de 20 ans à qui on a dit de sacrifier son avenir. J'ai quand même construit quelque chose. Silence. Mon père fixait les documents comme s'ils allaient prendre feu s'il les regardait trop longtemps. D'accord. La voix de Raymond était tendue, le masque de sang-froid corporatif se fissurant. Je m'excuse. Je m'excuse pour la fête. C'est ça que tu veux entendre? Je suis désolée. Maintenant, pouvons-nous parler du contrat?
Tu es désolé parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas une excuse. Pour l'amour de Dieu, Hélène. Mathieu a claqué sa paume sur la table. Sais-tu ce qui se passe si tu annules ce contrat? 20% de nos effectifs licenciés à cause de ta vengeance mesquine. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une décision commerciale. Il était debout maintenant, les veines de son cou visibles. Tu planifies ça depuis des années, attendant de nous détruire. C'est dégoûtant. Je n'ai rien planifié. J'ai gardé ma voix égale. J'ai construit une entreprise. Votre entreprise a choisi de devenir dépendante de la mienne. Ce n'est pas ma faute. Tu aurais pu nous le dire, interjeta Isabelle, sa voix aiguë et tendue. Tu aurais pu dire quelque chose. Quand? Quand tu m'as dit que je n'avais pas besoin d'études parce que je trouverais un mari? Quand tu as répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais des problèmes de santé mentale? Elle n'eut pas de réponse. Je me suis tournée vers mon père. Tu veux savoir le pire, papa? J'aurais continué le contrat. Je ne planifiais rien de tout ça. Mais ensuite, tu t'es tenu devant 200 personnes et tu leur as dit que j'étais sans valeur, que je n'avais pas d'avenir. J'ai fait une pause. Tu as choisi cela, pas moi. La mâchoire de Raymond travailla un instant. Juste un instant. J'ai cru voir quelque chose comme de la reconnaissance dans ses yeux, comme s'il comprenait enfin ce qu'il avait fait. Puis ce fut parti. Que veux-tu? Demanda-t-il d'un ton monocorde. Rien que tu puisses me donner. Il doit y avoir quelque chose. Tu n'écoutes pas. Je ne veux rien de toi. Je n'ai jamais voulu. Je veux juste que tu saches la vérité. Bien. La voix de Raymond devint froide. La vulnérabilité était partie, remplacée par l'acier que j'avais connu toute ma vie. Si c'est comme ça que tu veux jouer, tu t'éloignes de cette famille. C'est fini. Pas d'héritage, rien. J'ai failli rire. Papa, tu m'as coupé à 20 ans. Quel héritage? Je pourrais te rendre la vie très difficile. J'ai des contacts, des avocats. Pour quel motif? Je me suis penché en avant. Chaque document est légal. Chaque contrat a été signé de bonne foi. Il n'y a rien ici pour lequel tu puisses me poursuivre, et nous le savons tous les deux. Il me regarda fixement. N'en sois pas si sûr. En fait, j'en suis sûre, parce que mon avocate, qui était aussi l'avocate de Mamie Marguerite, a déjà examiné tous les angles possibles. J'ai laissé cela s'enfoncer. Tu te souviens d'Éléonore Dubois? Marguerite l'a utilisé spécifiquement parce qu'elle savait que tu tenterais quelque chose comme ça un jour. Isabelle halta. Marguerite savait tout ça? Elle m'a laissé un fonds fiduciaire de 800 000 €, spécifiquement structuré pour que vous ne puissiez pas y toucher. J'ai sorti une photocopie du document de fiducie. Elle savait exactement le genre de famille qu'elle avait élevé. C'est pourquoi elle m'en a protégé. Le visage de Raymond est passé du rouge au blanc. Elle n'avait pas le droit. Elle avait tous les droits. C'était son argent. Je me suis levée. Cette réunion est terminée. Hélène, nous avons fini. J'ai dit tout ce que j'étais venue dire. J'ai marché vers la porte, puis j'ai fait une pause. Une dernière chose. Si vous me contactez à nouveau, appel, message, vous présentant à mon bureau. Je rendrai public tous les emails, tous les documents, tous les enregistrements de la façon dont cette famille m'a traité. Tout est légal. Tout est sauvegardé. Et tout cela ferait une histoire très intéressante pour la presse économique. J'ai ouvert la porte. La réceptionniste vous accompagnera. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte, les regardant se ressaisir. 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire me sentir petite, paraissant maintenant très petites elles-mêmes. Mon père s'est levé lentement comme un vieil homme soudain conscient de son âge. Isabelle serrait son sac à main comme un bouclier. Mathieu me regardait avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Non plus du mépris, mais de la peur. Ce n'est pas fini, dit Mathieu. Si, c'est fini. Je le pensais. Chaque mot.
J'ai passé 12 ans à construire une vie que vous avez essayé de me convaincre que je ne pouvais pas avoir. Je l'ai fait sans votre aide, sans votre approbation, sans votre permission, et je continuerai à le faire sans aucun de vous dans ma vie. La lèvre inférieure d'Isabelle tremblait. La performance de la préoccupation maternelle. Hélène, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous partageons du sang, Isabelle. C'est tout ce que nous partageons. J'ai tenu la porte plus grande ouverte. Je ne demande pas d'excuses. Je ne demande pas de réconciliation. Je pose une limite. Ne me contactez plus. Ne me mentionnez pas à vos amis, vos collègues, personne. Laissez-moi juste partir. Raymond s'est arrêté devant moi. Un instant, nous nous sommes juste regardés. Père et fille, étrangers qui partagent un nom de famille. Tu nous détestes vraiment autant, demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Non, papa. Je ne te déteste pas. C'est ce que tu ne comprends pas. J'ai rencontré son regard fermement. Je n'ai juste plus besoin de toi. Et c'est quelque chose avec quoi tu devras apprendre à vivre. Il n'a pas eu de réponse à cela. Ils sont sortis par le hall, passant devant mes employés, qui ont soigneusement fait semblant de ne pas regarder. Les portes vitrées se sont refermées derrière eux. Je suis retournée à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis remise au travail. Ok, laissez-moi faire une pause ici encore. Si vous regardez toujours, d'abord, merci. Ce n'est pas facile à raconter, et savoir que vous écoutez signifie plus que vous ne le savez. Si vous pensez que c'est là que l'histoire se termine, ce n'est pas le cas. Les conséquences de cette réunion se sont répercutées plus loin que je ne l'avais prévu. Quand j'ai envoyé cette lettre de résiliation, je pensais juste poser une limite, protéger ma paix, m'éloigner des gens qui m'avaient blessé. Je n'avais pas anticipé ce qui arriverait à Fournier Logistique ou à la réputation de mon père ou aux secrets de famille qui se déverseraient une fois que les gens commenceraient à parler. Voici ma demande. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir à votre propre famille, à vos propres limites, à votre propre valeur, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus que vous ne le savez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications parce que la fin de cette histoire, elle est compliquée. Elle est désordonnée. Et elle m'a appris quelque chose sur la vengeance à laquelle je ne m'attendais pas. De plus, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire pour me dire, avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille? Est-ce que cela ressemblait à de la liberté ou à du chagrin? Ou peut-être les deux? J'ai lu tous les commentaires sur mes histoires précédentes, et ils m'ont aidé à me sentir moins seule là-dedans. Alors, s'il vous plaît, partagez vos réflexions. Maintenant, retour à l'histoire. Une semaine après cette confrontation dans mon bureau, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Quelqu'un qui avait des informations qui ont changé tout ce que je pensais savoir sur ma famille et sur la raison pour laquelle il me traitait réellement de cette façon. Laissez-moi vous parler de cet appel. L'appelant était mon oncle Robert, le frère cadet de mon père. Robert avait toujours été le mouton noir de la famille Fournier, un artiste, un rêveur, celui qui ne s'était pas lancé dans les affaires. Je ne l'avais pas vu depuis les funérailles de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Hélène, sa voix était plus vieille, plus rauque. J'ai entendu ce qui s'est passé à la fête, au bureau de Raymond. La nouvelle circule vite. Petite communauté. Il fit une pause. Écoute, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années, mais j'étais trop lâche. Je me suis assise lentement. J'écoute. Quand ton père a dit que la famille ne pouvait pas se permettre à la fois tes frais de scolarité et ceux de Mathieu, c'était un mensonge. Je sais. Je l'ai compris. Non, tu ne comprends pas. Ce n'était pas seulement qu'il y avait de l'argent disponible. Il y avait un fonds spécifique. Ta mère l'a créé avant de mourir pour ton éducation. Assez pour couvrir 4 années complètes dans n'importe quelle université du pays. Mon cœur s'est arrêté. Raymond l'a vidé, l'a utilisé pour le MBA de Mathieu, puis t'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. La voix de Robert se brisa.
Ta mère voulait que tu aies des choix, Hélène. Raymond les a volés. La pièce a basculé. J'ai agrippé le bord de mon bureau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'avais peur de Raymond. Nous l'étions tous. Robert expira. Marguerite, ta grand-mère? Elle l'a découvert. C'est pourquoi elle a mis en place le fonds fiduciaire pour toi. Elle ne pouvait pas récupérer l'argent de ta mère, mais elle pouvait s'assurer que Raymond ne prenne rien d'autre. J'ai pensé à la lettre de mamie Marguerite. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Elle savait tout depuis le début. Pourquoi me le dis-tu maintenant, ai-je demandé. Parce qu'il est temps que la vérité éclate. Toute la vérité. Il n'avait pas fini. 2 mois après que j'ai résilié le contrat de consultance Méridien, les conséquences sont devenues publiques. Je n'essayais pas de surveiller ce qui arrivait à Fournier Logistique. Honnêtement, j'essayais de passer à autre chose. Mais dans le milieu des affaires de Neuilly-sur-Seine, les nouvelles circulent vite, surtout les mauvaises nouvelles. L'entreprise a annoncé une réduction de 20% de ses effectifs. 70 employés licenciés juste avant les fêtes. Le communiqué de presse a blâmé les conditions du marché et la restructuration stratégique, mais tout le monde connaissait la véritable histoire. Leur plus grand partenaire de conseil s'était retiré et ils ne pouvaient pas s'en remettre. Mathieu, à peine 3 mois après avoir pris ses fonctions de PDG, était déjà remis en question par le conseil d'administration. Sa vision de l'avenir s'effondrait sous le poids du pont brûlé par son père. Raymond est sorti de sa retraite pour aider à gérer la crise. La sortie triomphale qu'il avait prévue, l'héritage qu'il avait bâti, se défaisait. Mais les vrais dommages étaient pour leur réputation. La nouvelle s'est répandue. Pas de moi. Je suis restée silencieuse. Mais 200 personnes avaient regardé mon père humilier sa fille à cette fête. Et quand ces mêmes personnes ont appris que la fille était en fait le partenaire commercial le plus important de son entreprise, les chuchotements ont commencé. Avez-vous entendu parler de Raymond Fournier? Il a raillé sa propre fille. Il s'avère qu'elle maintenait son entreprise à flot. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette famille. Dans les cercles d'affaires de Neuilly-sur-Seine, la réputation est primordiale. Et celle de Raymond s'effondrait. Un ancien collègue m'a dit que lors d'un récent dîner professionnel, Raymond était assis seul. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait publiquement renié la fille qui avait secrètement été son pilier. Je n'ai pas ressenti de triomphe en entendant cela. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je me suis juste sentie fatiguée. Mamie Marguerite avait eu raison. Parfois, la vérité est une punition suffisante. Je n'avais rien d'autre à faire. La vérité a tout fait toute seule. 6 mois plus tard, je me suis assise dans le cabinet d'un thérapeute dans un quartier chic de Lyon. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que j'étais enfin prête à me reconstruire. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui a besoin de thérapie, a dit le docteur Martin lors de notre première séance. Tout le monde a besoin de thérapie, ai-je répondu. Je me permets juste enfin de l'admettre. Nous avons parlé de ma famille, des années d'invisibilité, du fardeau de construire le succès en silence, de l'étrange chagrin de couper les ponts avec des gens qui étaient censés m'aimer. Regrettez-vous ce que vous avez fait, a-t-elle demandé. Non, et je le pensais. Je regrette que cela ait dû arriver, mais je ne regrette pas de m'être protégée. En dehors de la thérapie, ma vie était bonne. Mieux que bonne. Consultance Méridien était florissant. Nous avions remplacé le contrat Fournier par 3 clients plus petits, plus diversifiés, plus stables. David a été promu. J'ai embauché 4 nouveaux employés. Nous avons déménagé dans un bureau plus grand avec vue sur le port. J'ai renoué avec oncle Robert. Nous dînions 1 fois par mois. Il me racontait des histoires sur ma mère, les vraies, pas les versions édulcorées que mon père m'avait racontées. Elle avait été féroce, apparemment, têtue, une battante. Tu es comme elle, a dit Robert. Elle serait si fière de toi. Je gardais toujours la photo de mamie Marguerite sur mon bureau. Je visitais sa tombe tous les mois, je déposais des fleurs, je lui parlais de ma vie.
C'était étrange de parler à une pierre tombale, mais aussi guérisseur. Je l'ai fait, mamie, lui ai-je dit un matin de printemps. Je ne les ai pas laissés me définir. Le vent bruissait à travers les arbres du cimetière. Si j'écoutais attentivement, je pouvais presque entendre sa voix. Je savais que tu le ferais, ma chérie. J'ai toujours su. Alors, voici ce que j'ai appris. Si vous voulez la morale de cette histoire, votre valeur n'est pas déterminée par un diplôme. Elle n'est pas déterminée par l'opinion de votre famille. Elle n'est pas déterminée par qui croit en vous ou qui essaie de vous rabaisser. Votre valeur est déterminée par ce que vous construisez quand personne ne regarde, par qui vous devenez quand tout le monde vous écarte, par la vie que vous créez de vos propres mains. Mon père pensait qu'il me donnait une leçon à ce pot de départ à la retraite. Il pensait qu'il me remettait à ma place. Ce qu'il a réellement fait, c'est me libérer. Je ne déteste pas ma famille. C'est la partie que les gens ont du mal à comprendre. La haine prend de l'énergie. La haine est une chaîne. Je préfère dépenser cette énergie pour les personnes qui la méritent. Pour le travail auquel je crois. Pour les relations qui me nourrissent. Pour une vie qui est vraiment la mienne. Les limites ne sont pas une question de vengeance. Elles sont une question de protection. Elles sont une façon de dire, c'est là que ma vie commence et que vos dommages se terminent. Si vous êtes dans une famille qui vous fait vous sentir petit, si vous avez des gens dans votre vie qui voient votre potentiel comme une menace au lieu d'un cadeau. Si vous avez déjà été la déception familiale, le bouc émissaire, l'invisible, je vous vois. J'ai été vous. Et je vous promets qu'il y a une vie de l'autre côté du départ.